À Ouagadougou, quelque chose d'inattendu vient de fissurer le décor. 42 nations ont aligné leurs avions, leurs colonnes et leurs drapeaux, non pour conquérir un nouveau front, mais pour entourer un seul chef d'État africain que beaucoup considéraient comme un outsider dangereux. Derrière ce pari autour d'Ibrahim Traoré se cache une autre question. Si cette scène se répète ailleurs, en Afrique, qu'est-ce que cela ferait basculer dans nos cartes, nos alliances, nos certitudes sur qui commande vraiment? Car si un petit Burkina Faso peut forcer le monde à se déplacer vers lui, alors le Sahel entier cesse d'être l'arrière-cour de quelqu'un et devient le centre du jeu. Ce qui vient de se passer au Burkina Faso n'est pas seulement un déploiement massif, c'est un test de solidité pour un ordre régional déjà fragilisé. Le risque immédiat tient dans l'effet domino. Si une coalition extérieure peut se réorganiser autour d'un État sahélien, alors chaque frontière, chaque alliance et chaque logique d'influence peut se trouver retournée en quelques heures. Cette vidéo vous montrera comment une décision prise à huis clos, un mouvement de troupes ou une réaction diplomatique apparemment anodine peut devenir, en 10 ou 15 minutes, un basculement stratégique qui redessine les priorités de puissance beaucoup plus grandes. Dans les séquences qui suivent, vous verrez comment un récit se construit, comment un pays longtemps ignoré devient soudain l'axe d'un repositionnement, et pourquoi les signaux faibles repérés dans les rues de Ouagadougou comptent autant que les communiqués officiels. Comme un petit crochet narratif vous guidera. Si ce moment est réellement un tournant, alors qui maîtrise encore la suite et à quel prix? Ce que personne n'avait anticipé apparaît dès l'ouverture. Avant même que les analystes ne produisent leurs notes, 42 armées se sont alignées sous un drapeau qui n'était pas le leur, révélant que le centre de gravité stratégique s'était déjà déplacé sans que les capitales occidentales ne s'en aperçoivent. La seconde surprise, plus discrète mais tout aussi décisive, réside dans la manière dont cette scène a été acceptée par les populations locales, comme si un long cycle d'attente silencieuse venait soudain de s'achever. À partir de là, le fil causal devient plus clair. Le Sahel, longtemps présenté comme une périphérie instable, s'est transformé en un corridor où chaque décision amplifie la suivante. Dès l'instant où Riyad, Le Caire, Islamabad et Abuja ont fait converger leurs avions, l'hypothèse d'un simple exercice de coopération a implosé. Derrière les images de débarquement synchronisés, un autre récit s'installait, celui d'un espace africain qui cesse d'être régi par les anciens circuits diplomatiques. Les chancelleries se sont précipitées, mais le décalage temporel était déjà là. Les rues de Ouagadougou, elles, avaient compris plus vite que les bureaux feutrés de Paris ou de Washington. Puis survient la charnière du contexte. La figure d'Ibrahim Traoré, jeune et imprévisible pour certains, cohérente et lisible pour d'autres, est devenue le point focal d'un ensemble d'acteurs dont les intérêts ne se recoupent pourtant presque jamais. Le passé récent du Burkina Faso, marqué par des ruptures successives avec des tutelles extérieures, joue ici un rôle déterminant. Ces gestes accumulés, souvent jugés téméraires, ont offert un terrain d'atterrissage inédit pour une coalition qui cherchait à réécrire ses propres équilibres. Ainsi, la Boakenj-Rougon Chotei Modio. Ce n'est pas l'irruption des troupes qui change la donne, mais la manière dont cette irruption redéfinit la Yépluk jus à population, pouvoir et partenaires extérieurs. L'effet miroir se forme. Si un pays longtemps marginalisé peut aimanter autant de force, qu'en est-il du reste de la région? Pour comprendre la trajectoire qui s'est enclenchée, il faut suivre. Un guide discret, mais essentiel. La manière dont les habitants eux-mêmes ont réagi dans les premières heures. Ce ne sont pas les communiqués officiels qui ont donné le ton, mais les gestes minuscules observés à Ouagadougou, des commerçants qui restaient ouverts malgré le grondement des moteurs, des groupes de jeunes qui filmaient, non par crainte, mais par certitude, que quelque chose venait de basculer. Ces scènes, modestes mais répétées, servent de premier repère. La deuxième boussole apparaît dans les témoignages recueillis au bord des pistes.
Certains soldats étrangers, surpris par l'accueil direct des familles, ont reconnu que cette mission ne ressemblait à aucune autre. Une mère racontait que, depuis des années, les uniformes signifiaient la distance, parfois même la résignation. Cette fois, elle voyait des alliés qui marchaient non devant mais à côté. C'est un petit exemple concret dévoile un sentiment naissant. L'idée que le Burkina Faso n'était plus seulement un terrain de manœuvre, mais un acteur capable d'imposer son rythme. Un autre cas, observé dans un quartier périphérique, renforce cette lecture. Des jeunes volontaires ont organisé spontanément la circulation autour des convois pour éviter les embouteillages, comme si l'arrivée de 42 nations n'était pas une intrusion, mais un signal qu'il fallait protéger, un espace désormais regardé autrement. Ces gestes ne parlent pas de géopolitique, ils parlent de confiance, ou du moins d'un début de confiance. Et là la question qui en découle naturellement surgit d'elle-même. Si ces signes précoces annoncent une recomposition plus profonde, jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? Tout commence par une étincelle, un mouvement presque mécanique. Le premier C-130 saoudien fend le ciel de Ouagadougou avant l'aube, ses ombres glissant sur des rues encore silencieuses. L'activation est immédiate. Les pistes se remplissent en quelques minutes, puis les appareils d'Égypte, du Pakistan et du Nigeria s'alignent comme si un rituel soigneusement gardé dans l'ombre venait d'être déclenché. Les moteurs rugissent, les rampes s'abaissent, les bottes frappent le sol sahélien dans une cadence qui ne laisse aucune place au hasard. Des troupes sans lien historique entre elles adoptent la même synchronisation, révélant que ce déploiement n'a rien d'un geste improvisé. Une transition brutale survient lorsque les colonnes se mettent en marche. Les observateurs occidentaux, d'abord incrédules, se précipitent pour vérifier si ces images sont réelles. Le contraste est fort. D'un côté, les chancelleries tentent d'appeler Riyad pour comprendre l'ampleur de cette opération. De l'autre, les rues du Burkina Faso accueillant la scène avec un calme étonnant. La hiérarchie militaire locale reste impassible, mais le message circule vite. Ce n'est pas une intervention sous drapeau étranger, c'est une alliance qui accepte de marcher derrière les couleurs rouge, vert et or. Et au centre, un nom se répète dans les conversations. Ibrahim Traoré. Le scénario s'intensifie. Dans les heures suivantes, les analystes identifient une rupture de séquence. L'IMCTC, jusque-là considéré comme un instrument régional du Moyen-Orient, s'exporte soudain dans un pays enclavé du Sahel. Les caméras montrent des uniformes cousus d'un signe distinct, mais les pas restent coordonnés, et ce détail devient le signe d'une transformation plus large. Les historistes internationaux affluent, mais leurs questions ne trouvent pas de réponse officielle. Les communiqués restent vagues, laissant entendre une opération de lutte contre le terrorisme, alors que tout démontre un renversement beaucoup plus profond. La montée en tension atteint son apogée lorsque les premières discussions entre diplomates occidentaux filtrent. Paris, Washington et Bruxelles réalisent que le Burkina Faso n'a pas été consulté en tant que territoire, mais reconnu en tant que pivot. Le retournement est net. L'ancien schéma, où les puissances extérieures menaient le rythme, est remplacé par une configuration où elles réagissent dans l'urgence. Ce basculement ressemble à un renversement de podium. Les militaires saoudiens et nigérians participent déjà à la sécurisation de points stratégiques, tandis que les forces locales choisissent elles-mêmes les zones de coopération. Le centre de commande n'est pas importé. Il s'adapte au terrain. La phase de résidu, la Dushan, s'enclenche alors que les caméras cessent de tourner. Les analystes occidentaux publient des notes chaque heure. Les think tanks titulaires des récits classiques révisent leurs grilles d'analyse. Sur les réseaux sociaux, les images de soldats de 42 pays saluant le drapeau burkinabé deviennent virales.
Les jeunes du Sahel y voient un symbole nouveau, les gouvernements voisins une énigme stratégique, les puissances mondiales un signe avant-coureur. Et lorsque la poussière retombe légèrement, une conviction s'installe. Le Burkina Faso n'est plus un cas périphérique. Il est devenu un précédent. La première mesure qui apparaît dans les rapports internes concerne la vitesse de projection. Le délai entre le décollage des premiers appareils et leur atterrissage à Ouagadougou est estimé à 7 heures, une performance qui dépasse largement les standards habituels pour une coalition aussi vaste. Cette valeur sert comme point de départ. La variation, l'écart observé, réside dans la capacité de coordination. Les analystes remarquent que, pour un dispositif composé de 42 armées, la fenêtre d'arrivée n'a oscillé que de 18 minutes, ce qui révèle un niveau de synchronisation rarement observé en dehors des exercices des grandes puissances. La précision de cette marge n'est pas un hasard. Elle est le signe d'une intention stratégique qui excède la simple assistance technique. La deuxième mesure concerne le volume logistique. Les images satellites et les relevés civils montrent qu'en moins de 4 heures, l'Alliance a déployé un ensemble de véhicules, de blindés légers et d'équipements qui, habituellement, exigent plusieurs jours de transit, même pour les forces dotées d'un pont aérien sophistiqué. Cette rapidité n'indique pas seulement une volonté d'efficacité, elle suggère une préparation en amont, menée loin des regards publics. La lecture qu'en font plusieurs experts régionaux est simple. Une mise en scène de puissance est efficace seulement si elle surprend. Et ici, la surprise a été totale. Puis vient la troisième mesure, la plus inattendue. Les relevés de terrain montrent que dans les 24 premières heures, les points de tension sécuritaire autour de la capitale ont chuté de manière notable. Les rapports font état d'une réduction de 37% des incidents mineurs liés aux groupes armés ou aux trafics locaux. Chaque donnée, prise isolément, peut sembler triviale, mais associée, elle compose un tableau cohérent. Le Sahel réagit très vite à la présence d'un acteur capable de mobiliser une coalition hétérogène sans provoquer de friction entre ses membres. La variation est marquante. Un environnement habituellement dispersé et volatile se stabilise dès l'instant où les acteurs extérieurs montrent qu'ils se coordonnent, non pour dominer, mais pour soutenir une initiative locale. Ces chiffres deviennent encore plus parlants lorsqu'on les replace dans la dynamique régionale. Le Sahel possède un long historique d'opérations internationales à faible impact. Les bases étrangères multipliées, les rotations, mais n'entraînaient jamais un changement perceptible dans le comportement des groupes armés. Cette fois, la réduction immédiate des incidents n'est pas attribuée à la force brute. Elle découle de la perception, celle d'une coalition prête à soutenir un pays sans exiger la gestion du terrain. La nuance est capitale. Elle explique pourquoi certains villages périphériques, d'habitude méfiants envers toute forme d'intervention, ont accueilli avec prudence, mais sans hostilité, la présence de troupes venues de si loin. Ainsi se dessine la logique du comme point de départ. L'écart observé. Un environnement auparavant dominé par l'imprévisibilité montre, en moins d'une journée, des signes concrets de stabilisation. Et si ces variations se reproduisent dans d'autres secteurs du Burkina Faso, la région entière pourrait connaître une phase brève mais significative de rééquilibrage. Dans un contexte où chaque pourcentage compte, ces 3 chiffres suffisent à éclairer les enjeux réels d'un déploiement que beaucoup avaient sous-estimé. 2 lectures opposées émergent immédiatement dans les cercles géopolitiques. La première soutient que l'arrivée de 42 nations constitue une démonstration de solidarité exceptionnelle. Selon cette vision, le Sahel aurait enfin trouvé une structure de soutien capable de dépasser les anciennes rivalités. Et le Burkina Faso deviendrait le laboratoire d'un nouveau type de partenariat où les grandes puissances religieuses, militaires et régionales s'alignent derrière une demande locale plutôt que derrière leur propre agenda. Cette logique voit dans la coordination initiale, dans la réduction rapide des incidents sécuritaires et dans la posture publique de la coalition des signes tangibles d'une dynamique constructive. La seconde lecture, plus sceptique, affirme que ce déploiement n'est qu'un transfert d'influence
d'un bloc vers un autre. Pour ses partisans, l'IMCTC n'agit pas tant pour soutenir un pays en difficulté que pour tester sa capacité à s'implanter hors du Moyen-Orient. Il rappelle que des forces venues de Riyad, du Caire et d'Islamabad n'ont jamais auparavant posé le pied dans une capitale sahélienne avec une telle ampleur. Ce courant craint que l'équilibre fragile du Sahel ne se retrouve capturé par une nouvelle logique de rivalité, où chaque initiative, même présentée comme coopérative, camoufle une stratégie d'expansion. Mais dans une version renforcée de l'argument exige plus qu'une simple juxtaposition. Il requiert une réponse qui s'appuie sur les faits observables. Or, les données disponibles montrent quelque chose de moins binaire. Ni la thèse d'une pure solidarité, ni celle d'une prise de contrôle déguisée ne suffit à expliquer l'accueil positif des habitants, la synchronisation des forces ou l'absence notable de tensions avec les autorités locales. Le comportement de la population, commerçants ouverts, jeunes organisant la circulation, familles qui observent sans hostilité, suggère que l'enjeu immédiat n'est ni idéologique ni colonial. Il repose sur une observation simple. Pour une fois, une coalition extérieure a accepté de s'aligner sous le drapeau burkinabé et non l'inverse. Ainsi, dans une version renforcée de l'argument, rétablit un point essentiel. Si des risques réels demeurent, le cœur de l'événement réside dans sa structure inédite, non dans les récits hérités des décennies passées. Le centre vient de basculer. Ce basculement n'est pas visible dans les discours officiels, mais dans un détail que beaucoup ont manqué. Au moment où les troupes étrangères se sont alignées en formation sur la place centrale, aucun drapeau ne dominait celui du Burkina Faso. Ce renversement symbolique a créé une onde immédiate. Les analystes ont compris que l'IMCTC n'était plus seulement une force du Moyen-Orient. Elle venait de tester un modèle d'alliance où l'hôte impose la hauteur du mât. Et c'est ici que surgit l'inflexion du récit. Grâce au rôle désormais incontournable d'Ibrahim Traoré, la coalition a adopté une posture inhabituelle. Marcher côte à côte, accepter des règles locales, puis projeter une image d'égalité rarement observée dans des opérations multinationales. Ce changement est subtil, mais il redéfinit les rapports de force bien plus profondément que l'arrivée des avions. Un micro-fragment le confirme. Dans plusieurs quartiers, des familles ont expliqué aux troupes que leur présence serait jugée non sur leur puissance, mais sur leur capacité à respecter le terrain. Cette exigence nouvelle signale que le peuple ne cherche plus une protection imposée, mais un partenariat à conditions réelles. La dynamique du Sahel s'en trouve immédiatement réorientée. Les premières répercussions apparaissent presque immédiatement, et chacune s'inscrit dans une dynamique différente selon les acteurs concernés. Pour les Nomnoadia, l'effet le plus visible réside dans la reconfiguration du rapport entre population et institutions. Les signes recueillis dans les quartiers de Ouagadougou montrent que la présence des 42 nations a fonctionné comme un révélateur. Les habitants n'observent plus l'État comme un organisme distant, mais comme un espace capable d'imposer ses propres conditions à des partenaires extérieurs. Cette perception nouvelle renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, non par propagande, mais parce que le drapeau burkinabé s'est retrouvé au-dessus de tous les autres lors du déploiement. Pour de nombreux citadins, cette image vaut plus que n'importe quel communiqué. Du côté des douaniers, l'impact se manifeste dans les attentes liées à la sécurité et au flux. L'arrivée coordonnée de la coalition et la réduction rapide des incidents dans la capitale a envoyé un signal inattendu aux opérateurs locaux. Certains secteurs, notamment le transport et le commerce interrégional, anticipent une fenêtre de stabilité relative. Cette anticipation ne découle pas d'un optimisme naïf, mais de la perception que, pour la première fois depuis longtemps, une force extérieure n'a pas cherché à dicter ses normes logistiques. Si la tendance se maintient, plusieurs entreprises pourraient réactiver des circuits gelés depuis des mois, transformant une image géopolitique en opportunité économique prudente. Pour les Nom d'Oingouai, l'effet
et plus idéologique. Les gouvernements du Mali, du Niger et du Tchad observent avec attention ce qui se déroule à Ouagadougou. Les images virales de troupes étrangères marchant sous un drapeau africain, sans imposer le leur, alimentent des débats internes. Et si un pays sahélien pouvait réellement redéfinir les termes de sa coopération? Cette interrogation circule désormais dans les think tanks régionaux, où certains analystes se demandent si la posture burkinabé pourrait devenir un précédent diplomatique. Dans plusieurs capitales, la question n'est plus de savoir si l'IMCTC s'étendra, mais si la logique inaugurée par Ouagadougou pourrait inspirer d'autres coalitions fragmentées. Quant au Croy-Vimo, grande puissance et organisation internationale, la surprise a donné lieu à une inquiétude structurelle. Paris, Washington et Bruxelles voient dans la manœuvre un modèle susceptible d'affaiblir leur levier traditionnel. Si un État tel que le Burkina Faso, dépourvu de ressources massives et longtemps présenté comme fragile, peut forcer une coalition internationale à s'aligner sur ces conditions, alors c'est le mode opératoire même des interventions extérieures qui pourrait être remise en cause. La figure d'Ibrahim Traoré devient ici un pivot symbolique, non pas un héros, mais un précédent dangereux pour tout système qui repose sur la symétrie. Ainsi, les conséquences concrètes ne se limitent ni à la sécurité, ni à la diplomatie. Elles s'étendent à la perception, ce terrain invisible où se décident les alliances futures. Et dans ce champ, le Burkina Faso vient d'ouvrir une brèche que personne ne pourra ignorer. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent déjà, chacune nourrie par les signaux observés à Ouagadougou et par les réactions des puissances extérieures. Le Kitchban Bass repose sur l'inertie contrôlée. La coalition de 42 nations maintient une présence limitée, calibrée, pour éviter tout débordement politique. Les incidents sécuritaires continuent de diminuer dans les zones proches de la capitale, tandis que les groupes armés déplacent leur activité vers les régions périphériques. Les voisins sahéliens adoptent une position d'attente. Ils observent, analysent et se gardent de toute déclaration ouverte. Dans ce scénario, le Burkina Faso stabilise son image, sans pour autant modifier durablement les équilibres régionaux. C'est un statu quo amélioré, mais encore fragile. Le Kitchban optimistique imagine une montée progressive de la coordination régionale. Si la dynamique observée durant les premières 24 heures se prolonge, d'autres pays pourraient envisager un rapprochement inédit, non une alliance militaire, mais une coopération politique où les États sahéliens redéfinissent collectivement les conditions d'intervention extérieure. Des signaux légers, déjà perçus au Mali et au Niger, pourraient s'amplifier. Dans cette hypothèse, la présence des 42 nations devient un catalyseur, non une béquille. La consolidation interne du Burkina Faso créerait alors un précédent pacifique, un État qui impose les règles de son partenariat et voit ses voisins s'inspirer de sa posture. Ce scénario, rare mais possible, transformerait l'épisode actuel en levier durable. À l'inverse, le Kitchban Worst s'appuie sur les tensions souterraines évoquées dans les premiers rapports. Si les rivalités internes s'accentuent, si certains acteurs extérieurs tentent de réorienter discrètement la coalition selon leurs propres agendas, l'équilibre pourrait se rompre. Des groupes armés profiteraient de la confusion pour reprendre l'initiative. Les puissances inquiètes tenteraient alors des interventions narratives, voire logistiques, pour rééquilibrer la situation. Une telle fragmentation conduirait à un retour rapide des anciennes logiques, où le Sahel redevient le théâtre d'influences concurrentes plutôt qu'un espace d'affirmation souveraine. Face à ces 3 chemins, une Kuyenengi Tudui s'impose. Évaluer non pas ce que chaque acteur déclare, mais ce qu'il accepte de ne plus faire. La retenue, l'absence de drapeau dominant, la synchronisation sans imposition, ce sont ces gestes silencieux qui diront si le Burkina Faso s'oriente vers une consolidation ou vers une tempête.
Les événements de Ouagadougou ne restent pas cantonnés aux chancelleries ou aux états-majors. Ils retombent aussi sur ceux qui regardent, analysent ou espèrent en ça. Pour le groupe A, Nguyen-Song Tankouveuk Songkwan Sahel, l'impact est immédiat. Voir 42 nations marcher sous un drapeau africain crée une brèche dans des décennies de résignation. Ce n'est pas l'enthousiasme qui domine, mais une forme de soulagement prudent. Beaucoup se disent que si un pays longtemps marginalisé peut imposer ses conditions, alors leur propre quotidien n'est peut-être plus condamné à suivre des scénarios écrits ailleurs. Les conversations dans les marchés l'expriment déjà. Nu Holamdeuk, Bieddaou Tele Tchungta. Pour le groupe B, diaspora africaine, le choc est autant symbolique que psychologique. Les images de la place centrale, avec des soldats étrangers saluant le drapeau burkinabé, remettent en cause des récits qui paraissaient immuables. Dans plusieurs communautés de Paris, Toronto, Bruxelles ou à Abidjan, la question circule. Et si l'Afrique décidait réellement ses alliances ? Cette interrogation ne promet pas un renouveau immédiat, mais elle change l'horizon d'attente. On ne parle plus seulement de crise, mais de possibilités. Enfin, pour le groupe C, l'effet est plus analytique. Le déploiement est devenu un cas d'école. Un État sans ressources colossales, sans base arrière consolidée, parvient à attirer une coalition qui respecte ses règles locales. Cela oblige à reconsidérer ce que signifie l'influence, la souveraineté et même la fragilité. L'idée qui en ressort est simple. Si une configuration inattendue apparaît au Sahel, alors aucune région n'est à l'abri d'un renversement de dynamique. Dans tous les cas, Mogwa Igno, Danchonguesem héritent d'une même logique. Ne plus sous-estimer les signaux faibles. Pour transformer le moment présent en trajectoire durable, il faut une méthode plus qu'un discours. Le premier BEUC consiste à consolider l'architecture interne, clarifier les responsabilités entre forces locales, autorités civiles et partenaires extérieurs. Ce n'est pas une centralisation, mais une cartographie. Le Burkina Faso ne peut maintenir l'élan observé que si chaque acteur sait précisément jusqu'où il peut aller, sans provoquer de friction. Les premiers jours du déploiement montrent que cette transparence est possible, mais elle doit être formalisée pour éviter les zones d'ombre qui fragilisent de la souveraineté. Le deuxième BEUC repose sur la gestion des alliances. Les 42 nations venues soutenir le pays ne doivent pas devenir une mosaïque de volontés concurrentes. Ibrahim Traoré devra s'appuyer sur une règle simple. Toute coopération doit se mesurer à ce qu'elle n'impose pas. Si un partenaire exige une contrepartie asymétrique, il doit être écarté. Cette logique, déjà visible dans le refus d'élever un drapeau étranger au-dessus du drapeau burkinabé, peut servir de référence pour trier les engagements utiles des engagements opportunistes. Le troisième BEUC concerne le terrain. Il s'agit d'étendre la stabilisation observée autour de Ouagadougou en créant de petites zones tampons gérées conjointement, non pour militariser le pays, mais pour empêcher la dispersion des incidents vers les régions périphériques. Une telle approche demande peu de moyens, mais une discipline stricte. Chaque zone tampon doit avoir un objectif mesurable: réduction d'incidents, sécurisation des flux ou amélioration des conditions locales. Enfin, un BEUC transversal doit accompagner les trois autres. Intégrer la population dans l'évaluation continue des résultats. Les commerçants, les jeunes volontaires et les familles observatrices ont déjà montré qu'ils pouvaient devenir des capteurs d'informations précieux. En les impliquant, le Burkina Faso réduit l'écart entre perception publique et stratégie officielle et empêche ainsi la propagation de rumeurs ou de manipulations. Dans les rues où les jeunes avaient, dès les premières heures, guidé la circulation autour des convois, un motif revient, presque intact, cette manière calme et déterminée de protéger un espace que l'on croyait fragile. Le même geste réapparaît maintenant comme une métaphore élargie. Ce sont ces habitants, commerçants, familles, volontaires, qui, sans discours ni mise en scène, ont offert la première structure invisible à laquelle les 42 nations ont dû s'adapter. Leur constance fait écho à la posture d'Ibrahim Traoré, tenir sans hausser la voix,
imposer sans écraser, avancer sans renier. Et lorsque les moteurs se taisent et que la poussière retombe, il reste ce fil partagé. La certitude qu'un pays peut cesser d'être observé pour devenir un acteur, même quand les puissances s'agitent autour de lui. Ce fil, né d'un simple geste dans un quartier périphérique, traverse maintenant la place centrale et s'étire jusqu'aux frontières du Sahel. C'est peut-être là que réside la portée réelle de ce moment, dans la rencontre improbable entre une population qui refuse la résignation et un État qui ose fixer des règles nouvelles. Quand un pays enclavé du Sahel parvient à attirer 42 nations sous son propre drapeau, ce n'est plus seulement un fait politique, c'est un symbole social qui circule de quartier en quartier, de diaspora en diaspora, et même jusque dans les centres d'analyse les plus éloignés. Ce symbole rappelle que les récits n'appartiennent pas qu'aux puissances. Ils peuvent naître dans une rue poussiéreuse, dans un marché bruyant, dans un geste collectif que personne n'attendait. Si vous suivez cette série, c'est peut-être parce que vous sentez que ce type de moment ne se répète pas souvent et qu'il mérite d'être compris avant d'être commenté. Chaque partage, chaque discussion, chaque relecture permet de maintenir vivant un débat que d'autres préféreraient refermer trop vite. Et vous, en regardant cette scène où un petit pays force de grandes puissances à revoir leur posture, qu'est-ce que vous y voyez vraiment? Une exception ou un début de transformation?